Linkin Park, avant-hier, 11 heures. La cible aussi à 40 mètres, main gauche, 8 heures, trouble encore, presque fuyante. La fille n'a pas l'air franche en trace, elle sort souvent du sentier d'allée, s'arrête, m'embrouille. Je lustre l'écran qui colle sur mon avant-bras rasé et j'arme ma bague. La carte s'affine. Le localisateur anticipe une trajectoire curviligne et lente derrière les bambous jusqu'à la sculpture sonore d'Hiroto, la seule réussite de ce Linkin Park qui n'a jamais réussi à faire se rencontrer quiconque sinon des solitudes en grappe sur des bancs sériels qui s'autodébitent sous un désir data-guider leur tutoriel de drague douce. Je sais de quoi et de qui je parle. J'y ai passé 18 week-ends, un baiser, 0 miracle. Je respire et j'essaie de me détendre en manipulant bague, casque, écran et micro. Tout est fluide et ergonomique, sous contrôle. Tout me répond au doigt et à la voix. Ça me rassure. J'ai peur qu'un autre marcheur surgisse et dégaine avant moi. Respire, Sony. Prépare tes mantras, ton argu. Enchaîne. Ta bague et ta dague. Les packs de données défilent. Time lock à 5 avant contact cible. L'Oréal Tage, 24 ans, cliente enceinte de 4 mois, échographie saine, pas de traces du père. Quel hobby? Elle aime lire sur papier, écouter de la musique acoustique en plein air, les bugs climat, les animaux sauvages, la gratuité, espérer. Bon. Bonjour, mademoiselle. Salut. L'enflure. Un marcheur mi-lourd avec une technique paléolithique du coupage de route m'a soufflé la priorité sur la cible. Je recule et me repositionne en aval du sentier écœuré. Le puceau au visage d'italien de clonage travaille aussitôt L'Oréal Tage, laquelle l'accueille avec un calme souriant. Elle semble heureuse, non, mais presque ravie de la rencontre et désespérément disponible. L'Oréal s'en savante. Il déroule sa gamme Bibel avec bébé, déplie sa chirurgie plastique et génétique, le forfait sein, le tire-fesse, les vergetures et le hit cellulite. Bide. Il enchaîne sur le môme, ce garçon qu'elle attend. Elle ne le savait pas. Il gaffe, s'excuse, enchaîne, parle des assurances vie vite, cause, close, délinquance, sans faire, enchaîne, passe au couffin autoberçant, maman bis diffusant son odeur, copiant sa peau, chantant avec sa voix et la baignoire à mode fœtus. Et la blédinape est debout, la main glissant parfois sur son ventre qu'on devine à peine. La jeune fille m'impressionne assez vite. Elle est fine, désarmante souvent. Elle a des gestes spontanés et lestes qui coulent de ses épaules, elle habite ses mots. Chose que j'ai tellement appris à contrôler que je ne sais plus rien dire sans le surjouer. Sans après, sa coupe, plutôt courte, lâchée, ses cheveux bouclent à la courbe de la nuque d'un blond non travaillé, tirant en douce sur le roux. L'iris de ses yeux, un vert mat, à l'envers de toute mode, n'est pas rétrocoloré, ses lèvres ne lipstick rien, ni rouge, ni gloss, elle ressemble à sa photo. Une rareté aujourd'hui, en tellement plus vivant, plus vibrante, mais complètement secouée de grâce, que j'éteins mon écran de bras et la regarde. Le rital lâche. C'est beaucoup. Compteur à 0. L'Oréal Tage le laisse, s'approche, et le parc entier se déplace. L'Oréal. Bonjour, Sony. Oh, voilà, je voudrais, enfin si c'est possible, selon ce que je voudrais vous acheter un quart d'heure de conversation. D'accord, à une condition. Accordé. Que je vous l'offre. Voilà donc la première lecture. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Donc alors cette première lecture, c'est une lecture tirée d'une des nouvelles d'Alain, ici présent, donc Alain Damasio, vous l'avez reconnu. Je pense a priori que vous ne l'avez pas confondu avec Catherine Dufour qui est juste à côté. Bon, en tout cas, me semble-t-il. Donc c'est Le bruit des bagues. C'est l'une des nouvelles qui a été éditée dans le recueil Aucun souvenir assez solide. À la Volte, exactement, à la Volte. Heureusement qu'il est là pour ne pas que j'oublie les bonnes choses, voilà. Hein, donc, et la lecture a été faite par Jana Klein, qui est donc actrice et qui... Yana. Yana. Voilà, Yana Klein. Yana, en fait, il faut s'entraîner, vous comprenez, en fait. Hein. Donc, Yana, ne vous trompez pas, Yana. Donc, quand vous irez la voir après pour la féliciter, ne vous trompez pas comme moi.
Voilà. Vous n'êtes pas obligé de toute façon. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire donc, aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de se poser la question de la puissance des imaginaires, du pouvoir des imaginaires, et notamment du pouvoir politique des imaginaires. Donc, l'occasion, alors je ne sais pas s'il faut que je rappelle ou pas les publications, mais je pense que ce n'est pas forcément inutile. Catherine vient de sortir 2 livres. Au bal des absents, qui est une sorte de fantastique dont on parlera un tout petit peu tout à l'heure, parce qu'il y a un personnage que j'adore dans ce roman, en fait. Hein, donc, c'est un polar. Voilà, c'est un polar. Un polar un peu fantastique, un peu bizarre. Hein, on va dire ça comme ça. On pourrait dire un polar mi-chômeur, mi-spectre. Voilà. Donc, avec, donc, elle sort également donc, l'arithmétique de la misère. Hein, voilà, l'arithmétique de la misère, donc, qui est un recueil de nouvelles assez diverses. Et tout à l'heure, on y a un extrait de l'une de ces nouvelles. Et donc, au bal des absents, c'est au seuil, et l'arithmétique de la misère, c'est au Bélial. Voilà, et donc Alain, qui a gentiment accepté de se faire mettre un bandeau autour de mon bouquin, hop, voilà, tu peux en dire un mot. Ouais, donc ça, c'est super important que vous en ayez connaissance. Donc, Ariel Kirou, qui est à ma droite, vient de sortir Dans les imaginaires du futur, qui est un livre, pour moi, absolument indispensable pour la science-fiction et pour tous les imaginaires en tant que tels, puisqu'il analyse à l'intérieur à quel point ces imaginaires sont clés pour la compréhension politique de notre société. Donc, c'est un super bouquin. Et puis, en plus, c'est un conteur extraordinaire. C'est-à-dire qu'on repasse à travers tous les grands, à travers Ballard, Brunner, Cadic, Ursula Le Guin, etc. Et c'est magique, ça donne envie de tous les lire ou les relire. Donc ouais, je vous le conseille âprement. On parle aussi surtout en temps de confinement, c'est très bien en temps de confinement. On parle aussi de Game of Thrones et de Blade Runner. Moi, je suis dedans, c'est excellent, mangez-en. Voilà, c'était le moment de publicité, mais il y en aura d'autres, rassurez-vous. Comme je sais que vous êtes là pour ça, pour entendre des publicités, parce que dans notre hypercapitalisme, évidemment, nous nous nourrissons de publicités. Et donc, nous allons évidemment, donc, maintenant, après cette introduction, faire une deuxième pause de lecture, où on va s'amuser un petit peu avec quelques extraits que nous allons vous lire, pour le coup, à 4. Hein, et à chaque fois, je vous dirai d'où vient cet extrait donc, que nous allons lire. Comme ça, vous pourrez vous prêter aux devinettes. Hein. Est-ce Catherine? Est-ce Alain? Est-ce Philippe Cadic? Est-ce je ne sais qui d'autre? Voilà. Donc, en général, c'est Philippe Cadic. Hein. Oui. Voilà. Bon, donc, on ouvre donc avec Yana. Peu importe l'idéologie dominante, peu importe que ce soit le communisme, la libre entreprise, le socialisme, le fascisme ou l'esclavage, ce qui est important, c'est que chacun de nous soit en parfait accord avec elle, d'une loyauté absolue, tous. Grâce au Swibble, on a pu transformer ce problème sociologique fondamental qui est la loyauté en simple problème soluble par la technologie. Une simple question d'entretien et de réparation. Notre seul souci est de maintenir les Swibble en état de marche. C'était Philippe Cadic, visite d'entretien, 1955. Et je pense que le Swibble a encore une longue vie devant lui. Deuxième extrait, c'est à moi. Glamourissime, Buyback Memory. Vous avez acheté une sensation géniale ? Vendez à votre tour le souvenir de cette expérience unique. Bye Bye Sensi rachète cash vos sensations de seconde main. Prélèvement sous surveillance médicale, discrétion et confidentialité assurée. Appelez le 0900 908 534, 15,37 € la minute. Et ça, c'est l'une des publicités que je ne sais quelle force obscure a contraint Catherine à mettre dans son recueil L'arithmétique de la misère. Donc, Catherine. La porte refusa de s'ouvrir et déclara « 5 cents, s'il vous plaît ». À nouveau, il chercha dans ses poches. Plus de pièces, plus rien. « Je vous paierai demain », dit-il à la porte. Il essaya une fois de plus d'actionner le verrou, mais celui-ci demeura fermé. « Les pièces que je vous donne, continua-t-il, constituent un pourboire. Je ne suis pas obligé de vous payer. »
ne suis pas de cet avis, dit Laporte. Regardez dans le contrat que vous avez signé en emménageant dans le Conapt. Il trouva le contrat dans le tiroir de son bureau. Depuis que le document avait été établi, il avait eu besoin maintes fois de s'y référer. Laporte avait raison. Le paiement pour son ouverture et sa fermeture faisait partie des charges et n'avait rien de facultatif. Vous avez pu voir que je ne me trompais pas, dit Laporte avec une certaine suffisance. Joe Shipp sortit un couteau en acier inoxydable du tiroir à côté de l'évier. Il s'en munit et entreprit systématiquement de démonter le verrou de sa porte insatiable. « Je vous poursuivrai en justice, dit Laporte, tandis que tombait la première vis. Joe Shipp répondit « Je n'ai jamais été poursuivi en justice par une porte, mais je pense que je n'en mourrai pas. » Philippe Cadic, c'est un peu mon obsession. Ubik, 1969. Et maintenant, Yana. Joe Craignos alla se débarbouiller dans la salle de bain et s'aperçut que le liquide dont il s'aspergeait était en fait de la limonade tiède. Bon Dieu, se dit-il. Monsieur Ordinateur est plus cinglé que jamais. Il a dû lire les vieilles histoires de science-fiction de Phil Dick. Conclut-il. Voilà ce qui arrive, à force de lui faire avaler ces saloperies archaïques. Il acheva de se peigner, sans utiliser la limonade, puis, s'étant séché, alla à la cuisine voir si Madame Cafetière, au moins, demeurait un fragment de réel encore sain dans la réalité qui se détériorait autour de lui. Pas de chance. Madame Cafetière lui présenta obligeamment un gobelet de savon. Tant pis. Le vrai problème, toutefois, survint quand il essaya d'ouvrir Madame Porte, car elle refusa de céder. Au lieu de cela, elle se plaignit d'une voix métallique. « Les sentiers de la gloire mènent au tombeau. » Ce qui veut dire demanda Joe en sentant la moutarde lui monter au nez. Ces bizarreries ne le faisaient plus rire. D'ailleurs, elle ne l'avait jamais fait rire, sauf peut-être le jour où Monsieur Ordinateur lui avait servi du faisan rôti au petit déjeuner. « Ce qui veut dire, déclara Madame Porte, que tu perds ton temps, connard. Pas question que tu ailles au bureau aujourd'hui. » Voilà, extrait choisi en hommage à notre situation d'aujourd'hui. Donc de confiner et de reconfiner. Le jour où Monsieur Ordinateur perdit les pédales, nouvelle de 1977 de Philippe Cadic, dont on vient de rééditer les nouvelles. Et celle-là fait partie des nouvelles qui viennent d'être rééditées. Et Alain? Je suis comme vous, l'enfant d'un monde où agile, fluide ou mobile sont devenus la rengaine chic des hommes à semelle de vente, plutôt qu'un état d'âme ou d'esprit. Je suis la fille d'un monde où orange ne désigne plus une couleur ou un fruit, mais un forfait, perpétré par ceux qui nous gèrent pour mieux nous digérer. Moi, j'exagère, c'est ma façon de vomir l'ingérable. Nous bougeons et bêlons dans nos bulles, chacun chez soi dans son joli petit technococon, chacun lové dans son grain d'appart ou de maison et chaque grain côte à côte, en grappe, plutôt qu'en groupe. Je suis comme vous l'enfant d'un monde où Hermès ne désigne plus un dieu mais un sac, où Mercure est un autel, où Artémis investit dans l'art est l'autel, ouais, où Jupiter est le surnom du connard qui nous gouverne. Je suis l'enfant d'un monde où Vinci ne peint plus la Joconde mais inonde de béton les tarmacs du monde. Je suis l'enfant d'un cycle où les mers sont devenues des murs, où l'Europe est trop pure, où les migrants se moissonnent à coups de vagues, à coups de lames, dans l'angle mort des houles, loin des fautes sentimentales. Je suis l'enfant d'un monde où quand tu montres aux gens la grande ours, ils n'y voient qu'un caddie. Voilà. Applaudissements facultatifs. Donc voilà, donc première série de lectures pour engager le premier moment de discussion, puisque vous avez vu qu'on a d'abord fait une petite présentation. Comme je vous l'ai dit, donc la thématique, et connaissant le public que vous êtes, j'imagine que vous êtes vraiment venu exprès pour entendre les résultats de cette discussion liée à cette thématique, à savoir la puissance des imaginaires, le pouvoir des imaginaires. Et la première étape, on l'a vu quelque part, c'est la critique sociale. Est-ce que les imaginaires, est-ce que la science-fiction, est-ce que le fantastique sont des modes qui peuvent s'autoriser facilement, qui sont conçus pour
ou qui peuvent autoriser une critique sociale, ou est-ce au contraire qu'il faudrait plutôt faire de la littérature? Donc Catherine, Alain, votre avis sur cette question fondamentale qui occupe, il faut le reconnaître quand même, beaucoup de monde, hein. Est-ce que la science-fiction est le support, le médium pour dénoncer le techno-cocon, comme tu l'as fait Alain, pour mettre en scène les inégalités sociales, et est-ce que c'est effectif? Est-ce que ça peut réellement, en quelque sorte, éveiller, réveiller des lecteurs? Alors pour moi, on n'a pas la littérature, que ce soit de science-fiction ou autre, pour qu'elle aille plus loin que le réel, hein. Souvent on dit le réel dépasse la fiction, mais alors pas du tout. Pour moi, on a la fiction pour apprivoiser le réel et souligner ce qu'il a d'absurde, parce qu'on a un réel gigantesque, voire infini, on a des petits cerveaux finis. Donc on a besoin de la fiction pour digérer tout ça et pour en souligner l'absurdité. Mais l'inverse ne me paraît pas vrai. Par exemple, si dans un roman vous mettez trompe, tout le monde va vous dire votre roman il est nul, je veux dire c'est totalement incroyable. Si dans un roman vous mettez les QAnon, c'est pareil, on va vous dire non mais ça peut pas exister, c'est vraiment très mal trouvé. Donc pour moi, la littérature en général, la littérature de science-fiction superlativement, doit tout simplement mettre en scène des éléments du réel de façon justement à nous dire méfie-toi, regarde là, ça yoyote sévère, mais de façon à ce que ce soit quand même à peu près cohérent et admissible par nos cerveaux, sachant que le réel, lui, est souvent totalement incohérent et qu'on ferme des portes parce que sinon on sombre dans la folie. Donc Alain? Ouais, c'est un sujet bien sûr ultra vaste et qui, moi, me correspond vraiment au cœur de ce que j'essaie de faire depuis que j'ai commencé à écrire, quoi. En fait, depuis l'âge de 22 ans, donc ça commence à faire. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que la science-fiction avait cette puissance de décalage, quoi. C'est-à-dire avec cette puissance de sortir de la familiarité, de nous porter à une espèce de bordure comme ça d'altérité suffisamment forte pour que on puisse se retourner et regarder le monde dans lequel on vit sous un angle et un point de vue complètement différents. Donc ça implique des qualités très spéciales, moi je trouve, d'écrire la science-fiction. C'est-à-dire que ça implique des qualités d'intuition très fortes par rapport au présent, et dans ce présent, de sentir les puissances à l'œuvre, à l'intérieur de ce présent. Alors on parle beaucoup de ce mot que j'aime pas beaucoup, moi, qui s'appelle les signaux faibles. Voilà, les signaux faibles du présent qui sont appelés à s'amplifier. Moi, j'ai plus l'impression que, je sais pas, on a des sentiments ou on a des mouvements telluriques qui sont vibratoires, qui sont extrêmement puissants et qu'il faut les sentir dans sa chair pour pouvoir ensuite les pousser, les mettre en scène, en récit, en vision dans un livre, et obliger le lecteur à se mettre face à cette amplification. Voilà. Et à partir de cette amplification, on discerne les contours, on voit les couleurs, on regarde l'impact, on le sent, et alors peut jaillir ce que la science-fiction sait très bien faire, c'est le rôle d'alerte, si on met en scène justement cette puissance noire qui monte, ou au contraire, ce rôle de fenêtre, d'ouverture, de prairie ouverte que la science-fiction peut aussi mettre en scène et en récit, quoi. Donc on a vraiment, pour moi, une sacrée grosse responsabilité sociale et politique quand on écrit l'imaginaire, parce qu'on peut complètement épouser la logique du monde, la reproduire et la restituer avec beaucoup de complaisance, avec même une fascination morbide pour ce qui vient, pour les effondrements, pour la collapsologie en ce moment, par exemple, ou au contraire pour l'espèce d'hybris technologique qu'on nous vend comme un horizon désirable, ou au contraire avoir en soi la capacité à mettre en place ces chemins de traverse, ces ouvertures, ces pistes que Deleuze appelle avec beaucoup de génie les lignes de fuite. C'est-à-dire quand vous regardez un tableau, la ligne de fuite, c'est le point vers lequel porte le regard, vers lequel le regard est embarqué, et c'est ça qui ouvre le tableau, c'est ça qui lui donne sa perspective, sa profondeur. Et donc être capable d'écrire ou de mettre en scène ces lignes de fuite, ça me paraît assez vital. Ouais. D'ailleurs, tous les deux, vous avez un point commun avec quelques personnes dans la salle, je crois, de faire partie d'un groupe immensément majoritaire qui s'appelle Zanzibar.
qui a été créé pour désincarcérer le futur avec une série d'auteurs de science-fiction, de fantastique, des gens comme Léo Henry, comme Klotzer, Laurent Klotzer, comme Stéphane Beauverger, Sylvie Lenné, Norbert Merjanian, que je cite avec plaisir aussi, tous les deux. Donc au fond, est-ce qu'au point de départ d'un groupe comme Zanzibar, référence peut-être à tous à Zanzibar de John Brunner, hein, quand même, qui est un des romans de critique sociale les plus forts et les plus marquants de la fin des années 60, est-ce qu'au fond, la critique sociale, avant, comme première étape à l'émancipation, c'était pas tout simplement au départ de cette idée de désincarcérer le futur? En fait, l'idée de désincarcérer le futur, on en a parlé avec Alain, c'était en 2006 ou 2007, lors d'un festival, parce qu'on s'est rendu compte que, oui, effectivement, notre avenir a une tête d'accident de voiture. Or, c'est vraiment de la prophétie autoréalisatrice. Si on n'a que de la merde dans la tête, on est quand même sûr qu'elle va arriver, quoi. Donc on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse un recueil de nouvelles d'utopie. Et ben, c'est toujours en chantier. Parce que c'est très difficile de se sortir de la tête tout le désespoir qu'on nous y met. Et donc c'est pour ça qu'on a créé tous ensemble, hein, tous et toutes ensemble, un groupe pour désincarcérer le futur qui s'appelle Zanzibar. Alors qui s'appelle Zanzibar tout simplement parce qu'on a dit allez, on s'appelle comment? On a tous balancé plein de noms et après on les a cités et vous êtes d'accord? Non, moi je trouve ça moche. On raye. Vous êtes d'accord? Ça non, ça je veux pas à cause d'eux. Et en fait il en restait un. C'était Zanzibar. Voilà, c'est plus un choix par défaut, mais de fait, je le trouve pas mal trouvé. Et mine de rien, ensemble, ce qu'on fait, c'est on travaille pas pour inventer des avenirs meilleurs à la place des autres. On travaille pour mettre au point des techniques d'écriture qu'on essaye de distribuer à un maximum de personnes pour que chacun et en collectif mettre en route des rouages dont on n'a pas l'habitude d'essayer d'entrevoir des avenirs meilleurs. Et enfin, je ne sais pas si ça fait un bien fou à beaucoup de monde, mais à moi, ça me fait un bien fou. Mon écriture, elle a changé parce que je m'oblige à trouver des pistes d'espoir et d'espérance parce qu'on ne peut plus payer maintenant le désespoir. C'est un luxe qu'on ne peut plus payer. Ça, c'est ma conviction profonde. Voilà, hébergé par La Volte, hein, quand même, il faut dire, qui est l'éditeur d'Alain, entre autres choses. Alain, là-dessus, pas de rebond. Peut-être. Si, juste dire que justement, c'est intéressant par rapport à La Volte. Bon, on va croire que je fais la pub de la maison d'édition, mais en fait, il y a une collection qui s'appelle Utopie, qui a été créée à La Volte justement pour répondre à cette idée qu'on en avait ras-le-bol des dystopies, on avait ras-le-bol des avenirs sombres. Et Mathias Echnet, donc l'éditeur, a dit. On va faire l'utopie. L'utopie, vous savez que c'est comme dans euphonie ou euphorie, ça veut dire bon, en fait, en grec. Et du coup, l'utopie, c'est l'endroit, le bon endroit, l'endroit où on est bien. Voilà. Et donc, c'est des novellas qui font 120 000 signes, en gros, et qui sont portées. Et il y en a une qui est extraordinaire. Enfin, moi, pour l'instant, j'en ai lu une. C'est déjà bien pour moi. Mais c'est celle de Philippe Curval, donc 90 ans. Maintenant, il doit avoir 91 même. Et qu'il écrit, en tout cas, à 90 ans après la mort de sa femme. Et je vous conseille absolument de lire ça. Enfin, moi, j'aime pas dire vous devez lire ça, machin. Ça me fait chier. Tout le monde n'arrête pas de me dire lis ça, lis ça, lis ça. Je pense que pour vous, c'est pareil. Donc, c'est insupportable. Mais quand même, il y a un truc absolument génial dans ce texte, c'est que le gars est capable de te poser une utopie ultra originale. À 90 ans, c'est d'un brio, d'une lumière même, j'ai envie de dire, qui est incroyable. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment il peut avoir une vivacité d'esprit à ce niveau-là et à cet âge-là. Donc moi, c'est mon plus grand espoir de vieillissement, ce type, quoi. Je me dis, si j'arrive à 90 ans comme lui, c'est bon, quoi. J'aurais réussi ma vie. Non, c'est vraiment magnifique. C'est un texte magnifique et voilà. Souvenir de Loti, ça s'appelle. Voilà. Et le deuxième, parce qu'il y en a eu deux pour l'instant, on peut là, dire quand même. Le deuxième, la deuxième utopie, c'est celle de l'ICAM, qui s'appelle Résolution, et qui est très très parlante aussi, parce qu'elle crée sur une île une Adelphi, c'est-à-dire une sorte de communauté où chacun doit se débarrasser de toutes ces étiquettes, de tout ce qui nous alourdit, nous ici, dans notre monde hyper confiné, même sans confinement. Et donc elle le met en scène. Alors c'est une sorte de prospective quelque part. Elle se projette, elle crée un univers, un monde, une sorte de monde idéal. Mais ce que je trouve intéressant, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que ce monde idéal, il est à la fois utopique et dystopique, c'est-à-dire que c'est une utopie dans un lieu, c'est l'utopie en fait, hein. Ça crée un lieu au lieu d'être simplement un ailleurs.
Mais c'est indissociable, on n'est pas dans l'idylle quelque part. Hein. Bien souvent, les gens parlent d'utopie et le confondent avec ce qui serait idyllique. Voilà. Non, c'est pas l'idylle, l'utopie. L'utopie, il y a des humains dedans. Et donc, s'il y a de l'humain, il y a aussi du tragique, il y a des mésententes, il y a des conflits. Et ça, que le roman soit parfait ou pas, c'est pas la question. Résolution le met en scène. Hein. Et je pense que là, on est au cœur du sujet. Et pour rebondir sur la critique sociale, j'aimerais vous parler aussi d'un personnage que j'ai beaucoup aimé dans Au bal des absents de Catherine Dufour. Alors, si vous me dites que je en parle parce qu'elle est là, je lui ai déjà dit que j'adore le personnage, donc tout va bien. Et c'est un personnage qui montre bien, là on est plutôt dans le polar, entre le polar et le fantastique, comme je vous l'ai dit, mais très vite, son personnage, Claude, qui est une sorte de chômeuse, qui accepte de faire une sorte de mission dans une maison plus ou moins hantée, pour savoir comment des gens auparavant ont pu disparaître. Et très vite, elle se retrouve face à des monstres, hein, des spectres. Et ces monstres, en fait, le monstre essentiel de cette maison, elle l'appelle Colombe Flanche Riant, du nom de la chargée, tu peux peut-être le dire, Catherine. Conseillère Pôle emploi. La conseillère de Pôle emploi devient le spectre. Voilà. Hein, le spectre dont on a peur. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, on est à la fois dans le littéraire et la politique, et le fantastique, Catherine. Ah bah, très clairement, oui. Hein, voilà. Hein, et donc, elle, avec son tailleur Chanel, qui effectivement méprise les gens qui passent à Pôle emploi, cette grande conseillère devient la hantise spectrale d'un roman, et donc nous fait voir différemment non seulement Pôle emploi, mais la machine qu'il y a derrière. Exactement. Bon. Merci Ariel. Voilà. Donc, alors, critique sociale, techno-cocon. Alors, on a vu l'extrait par rapport au techno-cocon. Est-ce qu'au fond, du Sweeble au furtif, du Sweeble de Dick au furtif, on n'a pas une lignée, quelque part, correspondant à des auteurs? On pourrait remonter à Montaigne, on pourrait remonter à d'autres auteurs, à Voltaire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une grande tradition de critique sociale au sein des littératures de l'imaginaire? Moi, il me semble que c'est évident, mais je suis toujours étonné qu'on n'en parle pas plus, quoi. Et je suis toujours étonné qu'on résume la science-fiction au space opéra, aux vaisseaux spatiaux, aux robots, etc. Alors que c'est au cœur, en tout cas, de la science-fiction des années 70, la critique sociale, elle est omniprésente. Voilà, chez Kadik, effectivement, chez John Brunner, chez Ballard, c'est absolument central. Donc, c'est toujours bizarre. Ouais, pour moi, c'est toujours bizarre. Mais il y a toujours une volonté de dépolitisation dans la littérature qui est à l'œuvre. Et elle n'épargne pas la science-fiction, elle n'épargne pas les imaginaires, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours mal vu, ça continue à être mal vu de dire que tu fais de la littérature à message, que tu fais de la littérature qui porte des valeurs, que tu fais de la littérature qui c'est une littérature de lutte. Donc tout ça, moi j'ai toujours dit, voilà, à partir de Camus-Sartre et après Camus-Sartre, on a commencé à considérer comme ringard. Il y a eu tout un mouvement, en tout cas tout un champ. Alors là, j'ai l'impression que c'est en train de s'inverser, heureusement, mais il y a eu tout un moment où, notamment en littérature blanche, on considérait comme absolument vulgaire de prétendre porter des messages. Voilà. Dire, voilà, je défends une cause, je défends des messages, c'était assimilé à de la mauvaise littérature. Voilà. Moi, je pense que tu peux faire de l'excellente littérature tout en portant un certain nombre de luttes, de visions, de combats et surtout de valeurs. Voilà. Donc, et le mot valeur n'est pas réservé à la droite, hein, je vous le dis, parce que la droite, on a toujours l'impression qu'il y a qu'elle qui porte des valeurs. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que... je sais pas, que c'est consubstantiel même à la bonne science-fiction de traverser une critique sociale et de s'en servir. Mais ça peut être une critique de tout, d'ailleurs. Hein. C'est des critiques des inégalités, mais c'est aussi des critiques des écocides, du massacre écologique. C'est des critiques, évidemment, du capitalisme sous toutes ses formes, quoi, cognitif, financier, extractiviste, etc. Donc, ouais. Voilà, et ça pullule d'exemples, ça, pour le coup, pour avoir exploré dans ce territoire. Et Catherine, est-ce que la difficulté dans ce cas-là, c'est pas de préserver la capacité d'interprétation de celui qui lit? Est-ce que justement pour d'avoir ce que fait très bien John Brunner, c'est-à-dire qu'il met en scène plusieurs voix en fait qui sont dissonantes les unes par rapport aux autres, tout en ayant un regard engagé. Hein, c'est-à-dire et est-ce qu'au fond il n'y a pas quelque chose justement, c'est que même si on n'est pas dans la logique purement littéraire ou purement divertissante, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'art à trouver, de manière de trouver pour être engagé sans pour autant être lourd, sans pour autant être didactique, être moraliste? Oui, déjà, je voulais remonter 10 minutes en arrière juste pour dire à Alain que moi, Curval, c'est quelqu'un que j'ai vu se faire virer à 83 ans d'un bar parce qu'il avait pogoté trop bruyamment. Donc, si tu veux lui ressembler à 90 ans, tu vois ce qu'il te reste à faire.
Alors pour en revenir là, c'est vraiment la querelle des anciens et des modernes. Hein. Là, il y a eu un petit clash entre Alain Damasio et puis Romain Lucaso, parce qu'il y en a un qui dit la science-fiction doit porter un message, elle doit être engagée, alors que de l'autre côté, il y en a un qui dit non, la littérature doit rester à sa place et elle doit surtout développer du beau. Bon, je vous laisse deviner qui là-dedans. Alors ça dépend complètement du lecteur et de la lectrice, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être un clone de soi-même. S'il y a des gens qui ont envie de lire Musso parce qu'en rentrant du travail, ils ont juste envie de se laver la tête avec un truc pas compliqué, je ne vais pas les empêcher. S'il y en a qui préfèrent nettement lire Les Démêlés familiales de Moix ou d'Enthoven, mais alors grand bien à leur face. Moi, franchement, ça m'emmerde. Je préfère qu'on parle de moi et des problèmes que j'affronte. Et c'est pour ça que je ne peux pas me retenir de faire un livre engagé. Voilà, je fais un polar fantastique. Et dedans, forcément, il y a des problèmes de chômage et de pouvoir d'achat et de comment on s'en sort quand on est une femme dans la grande ville. Et je ne conçois pas une littérature qui ne parle pas de moi et des autres, et de notre avenir commun. Mais j'oblige personne. Hein. Et la science-fiction, de toute façon, est quelque chose qui fera toujours peur à un certain nombre de lecteurs et de lectrices. D'abord, ça parle d'un temps où ils et elles seront morts. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler du fait qu'ils vont mourir. Voilà, c'est tout. Et puis, deuxièmement, il y en a qui comprennent rien. Imaginez, début de nouvelle, Joe Sheep entra dans son conapt et tourna le robinet d'eau potable. Bon, si vous êtes un lecteur, une lectrice de science-fiction, vous dites ok, je suis dans une nouvelle où il y a un problème avec l'eau, il y a une attrition hydrique, il y a de l'eau qui est pas potable, l'eau potable elle est rare, elle est rationnée ou elle coûte cher, etc. Alors qu'il y a d'autres gens qui vont dire l'eau c'est potable quoi, et qui vont rien y comprendre du tout. Donc soit on rééduque tout le monde dans des camps, soit on accepte qu'effectivement il y a une partie de la population, ça leur passe au-dessus de la cafetière et ils s'en portent pas plus mal. Ouais, et tu touches un point très important, je trouve, c'est que le fait qu'on ne soit pas dans la familiarité, ça implique, comme je vous le disais, une confrontation à l'altérité, à ce qui n'est pas nous. C'est pas de chez nous, c'est pas nous, c'est différent. Et je trouve que politiquement, rien que ça en soi, c'est déjà extrêmement important. C'est-à-dire que vous acceptez de vous confronter à l'étrange et à l'étranger. Voilà. Moi, je les appelle l'outre-soi ou le pas de chez nous, quoi. Voilà. Chose que énormément de gens n'ont absolument pas envie de faire. Hein, on le voit politiquement aujourd'hui. Mais ça veut dire que la science-fiction, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal, mais alors vous allez dire, je suis vraiment borné, mais j'ai beaucoup de mal avec la science-fiction dite de droite ou potentiellement de droite ou d'extrême droite, parce que pour moi, c'est ontologiquement contradictoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la littérature de l'imaginaire sans confronter les gens à une extériorité, à un dehors, à l'étranger, encore une fois, à l'altérité. Et si tu fais pas ça, tu fais pas vraiment de la science-fiction. Donc pour moi, c'est très compliqué de dire, mais comment on peut faire la SF de droite, en fait, tu vois? Parce que le droite, t'es dans le conservatisme, t'es dans le maintien, t'es dans la familiarité, t'es dans le connu, tu vois? Donc, en fait, en réalité, heureusement, en France, on a quand même 90% des gens qui font, pour moi, de la SF de gauche, quoi. Mais c'est normal, ils font juste de la SF, en fait. Et les autres, je sais pas ce qu'ils font, en fait. Mais voilà. Alors, on va faire une petite pause. Je m'énerve à ce confinement. Voilà, oui, donc on va peut-être faire une petite pause lecture, hein, donc, où là, vous allez avoir la chance inouïe d'avoir 3 voix. 3 voix pour une nouvelle donc, de Catherine. D'un geste fluide, Nora déroula une E-facture. Bonjour tout le monde, aux dernières nouvelles du CEGEC. On vient de se prendre 3% sur notre facture énergétique. Putain. Queena Jess en tendant son nez vers l'écran qui pendait au bout des doigts de Nora. Chers contribuables, votre centre de gestion de l'empreinte carbone vous informe, perte de votre bonus écotique. Il se pinça l'arête du nez, rouvrit les yeux. La réalité refusa de bouger d'un pouce. Bon. Grogna-t-il. J'aime bien, il y a un délai dans la salle en fait. Il faut faire des économies. On va déjà mettre tous nos équipements en chair pendant quelques mois, ça nous rappellera notre jeunesse. Tu veux dire qu'on recevra tous les voisins autour de notre machine à laver ? Siffla Nora. Super, j'en rêvais. Ou alors on met l'appartement en B&B pendant quelques week-ends. À bon sens, je préfère encore voir les chaussettes du voisin dans notre machine que nous 4 dans la chambre d'amis de ton père. Mais putain, d'où ils peuvent bien sortir ces 3%? Soupira Jess. Les panneaux solaires qui seraient encrassés ? Suggéra Nora. Décroté le mois dernier.
Un flux de poussière venu de je ne sais où, qui se serait déposé sur l'enduit du mur sud-est et qui masquerait les cellules nanovoltaïques. Nettoyé il y a 2 semaines? Notre équipement géothermique tout vieillissant. Ouais, pas à ce point. Un silence, En plus, on a reboisé 1 heure chaque week-end. murmura Jess, toujours penché sur la facture. Ça vaut des points, ça. Ouais, j'ai pollinisé tous les jeudis à la map. Ajouta Nora. Des crocus, au pinceau à 1 poil. L'un de nous a fait une énorme sonnerie quelque part. Mais lequel? Nora et Jess se regardèrent. Ils s'exclamèrent en chœur. Les enfants! Ils se turent un instant, un peu gênés. Nora reprit la parole. Tu te rappelles quand Avril a branché 25 piles en réseau avec un fil de fer avant d'enfoncer le fil dans la prise pour les recharger? Je me rappelle surtout que la chaudière a fondu. Grogna Jess. Tu te rappelles quand Benjamin a chanté le transformateur de son tour de potier et l'a branché directement sur le secteur, sous prétexte qu'il ne tournait pas assez vite? Ouais, là, c'est toute l'installation électrique qui a fondu. Il y avait de l'argile plein les murs, tu te souviens? Jusqu'au plafond. Nora et Jess rirent ensemble et avalèrent leur rire en même temps. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont pu nous faire monter la température, ces deux-là? Grogna Nora. Bon, maintenant qu'on soupçonne qui a fait ça, reste à trouver comment. Reprit Jess. Bon, voyons le détail de la facture. Chauffage, domotique... Elle donne rien, cette éolienne. Eau chaude, on est propre à ce point. Eau potable, éclairage, épuration, recharge d'algues. Là! C'est cette charge qui nous a plantés. Nora se pencha sur le doigt de Jess et lut. Félirecy. C'est quoi, Félirecy? Clique dessus. Bon sang, on planque une centrale modèle Tchernobyl à la cave ou bien? Félirécie. Jess se donna une grande claque sur le front. La gamelle du chat. La gamelle intelligente qui recycle nos restes de boulgour en pâté équilibré pour le chat. C'est ça, Félirécie. Nora continuait à lire. Lithium, mercure, plomb. Tu m'étonnes qu'on ait perdu notre bonus écotique. Mais on lui donne quoi à manger à ce chat? Les enfants. Brailla Jess. Oh, tiens, ils ont disparu. C'était donc, comme vous l'avez tous deviné, la mer monte dans la gamelle du chat. Donc, si j'ai bien compris, la part d'utopie, c'est qu'à la fin, ils donnent les enfants à manger au chat. C'est ça. Donc, c'est pas ça. C'est une nouvelle fête pour parler à tous les parents. Oui. En confinement, bien évidemment, hein, avec un chat. Alors, au-delà de la qualité de la nouvelle, là, on est dans l'utopie, dans la dystopie, dans l'utopie, dans la biotopie. La biotopie, c'est la topie, hein, c'est l'utopie biodynamique et effondriste avant la lettre. Alors, je sais pas. Moi, ma technique pour faire de la science-fiction, c'est de regarder ce qui se fait actuellement dans les labos et de projeter ça dans le champ social à 20 ou 30 ans et d'incarner ça dans des gens qui vivent ça au quotidien. Donc là, c'est effectivement une société où il y aura un très fort contrôle écologique. Est-ce que c'est bien ou mal? Il y a des côtés très bien, puis il y a des côtés un peu pesants. Où tu parlais justement de signaux faibles. J'ai imaginé dans une autre nouvelle. Actuellement, les signaux faibles sont trouvés par les data scientists qui explorent les données, par exemple, d'Amazon. Et j'ai imaginé que d'ici 20 ans, on serait tous des data scientists et qu'on éplucherait les profils marketing de nos enfants pour voir quelles conneries ils feront dans 2 ans. Voilà, c'est ma façon de procéder, c'est d'incarner dans un personnage qui pourrait être vous ou moi les recherches menées actuellement dans les laboratoires. Donc, mais j'oblige personne. Oui, mais et là, vous voyez bien, en fait. Hein, vous vous souvenez déjà, parce que vous avez retenu Désincarcérer le futur, groupe Zanzibar, future puissance dominante. Comment on fait pour imaginer le futur, au fond, finalement, sans faire de la dystopie ni de l'utopie? Au fond, c'est des projections dans lesquelles on place l'humain dans quelque chose qui potentiellement peut advenir, avec le meilleur comme le pire. Et c'est peut-être ça qui nous fait réfléchir, qui nous réveille et qui potentiellement peut nous émanciper.
Alors pour moi, il y a quand même une chose, c'est que la science-fiction, c'est pas de la prospective, c'est pas de la futurologie. D'ailleurs, la science-fiction, c'est largement planté. Par exemple, la science-fiction n'a pas du tout prévu le portable, le téléphone portable. L'objet, oui, hein, il y avait des communicateurs dans Star Trek, pas de problème. Mais le fait qu'on soit replié autour d'eux comme un fœtus, le fameux techno-cocon d'Alain, ça, la science-fiction n'a pas du tout vu. Je pense que vraiment, la science-fiction parle de la vision de l'avenir que nous avons aujourd'hui. Elle parle de nous aujourd'hui. Je ne la vois pas du tout comme une science prospectiviste. Oui, mais en même temps, elle peut ouvrir. Moi, je suis un peu d'accord, évidemment, avec. C'est pas. Elle parle de notre présent. Mais est-ce que plus que de notre présent, elle ne parle pas des potentiels ? Est-ce qu'elle n'ouvre pas des possibles ? En gros, pour dire les choses encore différemment, vous connaissez tous les gens qui nous disent que la réalité, c'est ça. Vous allumez la radio, vous l'entendez. Hein. Il n'y a qu'un seul système économique, comme si l'histoire n'avait pas montré qu'on changeait sans cesse d'époque, de moment et de système économique. Il y a une réalité, quelque part. Et cette réalité, elle est pesante, elle est lourde. On nous dit qu'elle est unique, qu'il n'y a qu'un système économique, qu'une manière de voir le monde. Et au fond, finalement, est-ce que la science-fiction ne joue pas ce rôle d'ouvrir les possibles, de casser en quelque sorte, cette boîte qui nous dit la réalité, elle est unique, il n'y en a qu'une seule, c'est l'économie, il faut faire tourner la machine, basta cosy. Ouais, non, mais tu pointes quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que tous les pouvoirs établis ont la même stratégie, en fait. Quand tu regardes, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire c'est naturaliser leur pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir qui est toujours une fonction aléatoire, abusive, excessive, etc., a besoin de se présenter comme indispensable, naturel, évident, conséquence logique du monde. Donc tous les pouvoirs ont tendance à s'auto-naturaliser de cette façon-là. C'est pour ça que c'est extrêmement important de toujours ajouter du possible au réel. Voilà. Et c'est ce que fait la science-fiction. Pour moi, on ajoute du possible en permanence. Alors soit en diffractant le réel ou la réalité, c'est-à-dire en la découpant en plusieurs morceaux, en la clivant, en l'ouvrant, en faisant apparaître, comme le fait très bien Sabrina Calvo, par exemple, des éléments fantastiques à l'intérieur d'une école, tout ce qu'il y a de plus classique en Islande, et tout d'un coup, à travers une pièce qui a un angle très particulier, il va ouvrir, c'est dans Les Lottes du Néant, un très très beau texte. Ou alors Norbert, je dis Norbert parce qu'il est là, Norbert Merjanian, qui va inventer une monnaie qui s'appelle la monnaie Pixel, qui va ouvrir justement un autre champ dans la façon de lire en fait l'économie et de lire la valeur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, la valeur ? Moi, ce que j'adore dans Norbert, c'est qu'il explique que l'économie est une fiction. Quand on dit, voilà, la réalité est plus forte que la fiction plus forte que le réel, etc. Mais en réalité, on ne vit qu'à travers des fictions, quasiment. C'est-à-dire, toute l'économie, quand vous donnez un billet de 200 € et qu'on vous donne de la nourriture en face, c'est une fiction. Le billet, il vaut rien en réalité, quoi. Voilà. Quand on vous dit, voilà, on a maintenant 150 milliards qu'on peut injecter dans l'économie pour la sauver parce que le Covid est survenu, c'est une fiction, c'est-à-dire que cet argent est déterminé par la Banque Centrale Européenne, on ne sait pas qui va la rembourser, si on décide de ne pas la rembourser, on ne la rembourse pas. Et il y a une fiction qui est constituée et sur laquelle les gens se mettent d'accord. Et souvent, le problème, ce n'est pas que ça soit réel ou fictionnel, c'est est-ce que la fiction est suffisamment crédible ? Est-ce qu'elle est suffisamment acceptable ? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui veulent croire à cette fiction pour qu'elle opère ? C'est ça la clé, quoi. Donc, quand tu fais de la science-fiction, bah, tu bâtis des réels alternatifs ou des fictions alternatives, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Et tu essaies d'ajouter ce possible au réel pour que les gens aient l'envie et le désir d'y aller, de prendre le chemin. Et on se rend compte que le cerveau de l'homme est fait de telle sorte que quand quelque chose a déjà été pré-scénarisé, moi j'aime beaucoup Yves Citon, qui est aussi un ami d'Ariel Kirou, et quelqu'un que j'adore, qui est un grand philosophe, qui travaille à Multitude notamment, enfin qui édite cette revue magnifique qui est Multitude. Il dit la force des imaginaires, c'est qu'elle pré-scénarise des comportements. C'est-à-dire que quand vous lisez un récit, moi je prends par exemple Les Furtifs, voilà, on est en 2040, les villes sont privatisées avec des forfaits premium, privilèges, etc. Si vous mettez votre récit à l'intérieur de ce monde-là et que vous regardez comment les personnages réagissent à ce monde où la ville a été privatisée, vous allez pré-scénariser certains types de comportements possibles, notamment de révolte, notamment de destitution, notamment de ZAG, c'est-à-dire zone autogouvernée, ou de zouave, zone où on apprend à vivre ensemble, etc. Vous mettez en place tout un ensemble de possibles qui vont retourner ce système qui est prétendument dystopique au départ. Si inversement, dans votre imaginaire, vous mettez en place ces villes privatisées, que tout le monde s'accommode d'être privilège, premium ou standard, et que globalement ça fonctionne, et puis que les gens baissent la tête, courbent les chines, et qu'on voit juste une personne, c'est ça que j'appelle l'imaginaire de droite, moi j'ai juste une personne qui s'en sort, ou cette personne et sa famille qui s'en sortent, et pas les autres, et que vous mettez pas en scène ou en récit une lutte collective contre ce système-là,
bah, vous ne préparez pas des imaginaires d'émancipation, vous préparez des imaginaires de soumission. Voilà. Et donc, il y a une vraie responsabilité quand tu écris de se dire bah, quel type d'imaginaire je suis en train de mettre en œuvre. Et ce n'est pas simplement dystopie-utopie, parce que tu peux très bien mettre en place un univers dystopique. C'est comment les personnages réagissent à cet univers dystopique-là. Comment ils s'y insèrent, comment ils le fracturent, comment ils le voltent. Voilà. Et ça, c'est ultra important de le faire. Et ça se fait à travers les personnages, ça se fait à travers l'identification aux personnages, ça se fait à travers des groupes ou des communautés que tu mets en place dans le livre et donc tu vois que collectivement elles arrivent à se battre. Voilà, il y a plein de techniques et ça en induit, c'est pas si simple parce que ça induit tout un travail de construction des personnages, tout un travail de construction de l'univers, tout un travail de rapport entre les personnages et l'univers, tout un travail stylistique spécifique. C'est-à-dire si vous faites de la polyphonie, vous pour moi, c'est mon point de vue, mais vous permettez de diffracter les points de vue, vous permettez d'ouvrir les points de vue sur différentes façons de voir le réel. Et là, du coup, pour moi, vous faites entrer le lecteur dans une sorte de dynamique de réflexion qui va l'aider, voilà, à subvertir ce qu'il est en train de lire et à se l'approprier. Donc c'est une réponse aussi au didactisme dont on parlait tout à l'heure, parce que quand vous dites aux gens, moi je fais la littérature à message ou je fais la littérature qui porte des valeurs, ils vont se dire putain, je vais lire un bouquin, on va me faire chier, on va m'imposer ce que je dois penser. Non, c'est l'inverse. Il y a deux choses qui empêchent ça. Il y a vos ennemis, c'est-à-dire comment vous bâtissez les méchants, comment vous les faites vivre. Un grand écrivain, il respecte toujours ses ennemis, il respecte toujours les méchants, il respecte toujours les opposants. C'est-à-dire que tout personnage dans le livre, aussi crapuleux soit-il, aussi ignoble soit-il, il le respecte au plus haut point et il le fait vivre comme n'importe quel autre personnage. Ça, c'est une condition extrêmement forte qui vaut aussi pour les films. Et les ennemis qui sont bâclés ou qui sont au contraire trop caricaturaux, généralement, ça ne fonctionne pas. Et l'autre chose, c'est qu'il faut ouvrir au maximum les champs de vision. Et c'est vrai que la polyphonie permet ça. Voilà, mais il y a plein d'autres méthodes. Hein. Catherine ? Si vous voulez, on en parlera après. Oui, je fais MeToo, quoi. J'abonde absolument dans ton sens. Mais c'est pas que en science-fiction. Ouais. Donc je vais m'auto-citer abondamment, là. Il y a quelques années de ça, parce que des fois j'écris des articles dans le Monde Diplo, et ma correspondante au Diplo m'a dit bon, il faut faire un truc sur le nouveau phénomène là, le mummy-porn. Bon, mettre un peu d'analyse quoi dans ce phénomène qui a son importance. Donc j'ai lu Twilight. Et j'ai lu 50 Shades, ouais c'est moi, et je les ai relus. Et donc j'ai fait un petit article pornographiquement correct, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est à quel point cette littérature était de droite. Alors j'ai rien contre les livres qui se lisent de la main gauche. Moi j'estime la masturbation c'est très très sain, ça renforme la sangle abdominale, bon, pas de problème. Par contre, ça met systématiquement en scène une jeune femme pauvre et un homme très riche. Et à la fin, ils se marient et ils vivent heureux et ils ont beaucoup de petits fouets. Et comme tu dis, elle est toute seule à s'élever au-dessus de sa classe, quoi. Et cet aspect social n'est pas du tout abordé une seule seconde. Et je me suis dit, ça ne va pas du tout. Donc j'ai écrit un bouquin juste pour ça, pour mettre en scène une jeune fille pauvre qui tombe amoureuse d'un gars très riche et réciproquement. Est-ce que vraiment les princes épousent les bergères ? La réponse est non. Voilà, les riches sont enfermés dans un ghetto et jamais ils ne laisseront un de leurs membres épouser une bergère. Elle se fera hacher menu, et j'ai mis ça en scène parce que ça me paraissait très important de publier un Twilight ou un 50 Shades of Grey avec un minimum de conscience sociale. C'était pas fait, il a bien fallu que je me dévoue. Donc voilà, ça c'est pas de la science-fiction, c'est plus c'est de la romance dark. On va dire que c'est du fantastique politisé. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Petite pause lecture. Donc il y en a qui écoutaient religieusement Catherine et Alain. Ton micro. Voilà. C'est bien de parler des transclasses parce que ça n'existe pas toujours. Ton micro. Ben non. Ton micro. Moi, je crois aux bandes et aux vacarmes fécondes et sarabandes. Je crois aux hardes et aux hordes, aux crews et aux squads. Je crois aux équipes et aux escouades. J'aime quand l'humain s'épaule et se parle, quand c'est l'amour qui nourrit le pas qu'on fait vers l'autre qui ne le sait pas. J'aime me dire qu'on a une porte entre les deux épaules, ouverte à la naissance, et que même face aux cris, face aux cons, face aux peurs, face aux miasmes, elle doit rester toujours ouverte, au moins entrebâillée. Cette porte, elle doit rester battante sur ses huisseries d'attente, dans la patience offerte à qui a besoin d'écoute, coûte que coûte.
coûte que coûte. Et si quelqu'un veut la boucler, ta porte, veut la masquer, ta bouche, veut la fermer, ta gueule, eh bien, sors de tes gonds, sors de tes gonds. La vie, toujours est première, toujours elle perce les conforteresses, elle est ce feu qu'on peut couvrir, tenter d'étouffer, mais qu'on n'éteint jamais tout à fait. Pour qu'il reprenne, il lui faut tout simplement à ce feu de l'air. On en manque aujourd'hui. Parce qu'on croit que l'air vient de l'extérieur, qu'il suffit d'en importer le vent ou d'en acheter 4 mètres cubes à ceux dont c'est devenu le métier d'en cultiver et d'en vendre. Le secret pourtant est simple. L'air ne se trouve pas, il se crée. Il vient du dedans. On ne le puise pas, on le fabrique avec nos poumons. On le fait pousser avec nos souffles, parfois en criant haut, souvent juste en parlant tout bas pour nous, comme ça. Respirer ne s'apprend pas, dit-on. Je ne sais pas. Mais conspirer, peut-être. Puisque conspirer, c'est respirer à plusieurs, ensemble, sans en avoir l'air, sans en avoir l'air. Nous sommes la nature qu'on défonce. Nous sommes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Nous sommes le cancer de l'air et des eaux, la ruine des sols, le mercure dans les sangs. Nous sommes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok, ok. Et maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant qui se défend. Donc c'était un extrait du slam des Sarabandes, version sans micro et sans son auteur Alain, qui pour une fois ne l'a pas déclamé avec un guitariste de Bachung jouant derrière. Et c'est vachement mieux en fait ce qu'elle fait que ce que je fais, ouais. Voilà. Donc Yana, donc le slam des Sarabandes, sans mais avec Alain. Ben oui. Alors donc on essaye de rebondir, hein, vous avez remarqué, du mieux qu'on peut. Moi, c'est vrai que sur mon dos de couverture de mon opus, de mon pensum, je pensais au départ faire 200 000 signes. Maintenant, c'est une sorte de voilà, il a beaucoup souffert, Alain, pour le lire. Mais il a été jusqu'au bout, en fait. Hein, donc, je parle d'une logique de utopie ou de utopie terrestre et anarchiste. D'inspiration anarchiste, d'inspiration, c'est-à-dire venant du bas et pas du haut, c'est-à-dire ouvert partant des damnés de la Terre, en quelque sorte, damnés et ES de la Terre. Et c'est vrai qu'en fouillant, j'ai un peu eu ce sentiment que au fond, quand beaucoup d'auteurs, en fait, et notamment de ceux dont on parle, hein, donc des auteurs plutôt engagés, même si aussi ayant l'art et la manière de laisser ouvert à l'interprétation, de faire entrer le lecteur dans ces histoires, beaucoup de ces auteurs, au fond, j'ai souvent eu le sentiment qu'ils ne travaillaient pas forcément pour le court terme, mais pour le moyen et le long terme. Est-ce qu'au fond, l'une des clés, c'est de se dire, quand on raconte des histoires, des fictions, qu'elles soient de fantastique ou de science-fiction, est-ce que l'une des clés, c'est pas de se dire, tant pis, même si on est minoritaire, on construit, on essaye de travailler à ce que potentiellement d'autres réalités puissent advenir, hein, et sans forcément se le dire. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de... Parce que quand on voit les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Jupiter, on a le sentiment qu'il y a une hantise chez eux, c'est de travailler sur quelque chose qu'ils ne verraient pas, hein, qu'ils ne pourraient pas concevoir et voir là, ici et maintenant. Est-ce qu'au fond, l'enjeu, c'est pas de se dire, construisons dès maintenant, dans cette immense zone chaotique dans laquelle on rentre, avec ou sans confinement, est-ce que l'enjeu, c'est pas justement de bâtir des utopies, hein, c'est-à-dire des utopies au sein de lieux à construire, et est-ce que la fiction ne peut pas potentiellement nous aider à construire, nous donner des idées, ne serait-ce que nous sensibiliser à l'idée qu'il y a d'autres possibles, et nous donner finalement, nous éveiller sur ces perspectives. Ouais, moi c'est marrant, mais il y a effectivement une perspective de long terme, je trouve, dans la science-fiction. Tu es obligé, à partir du moment où tu prétends d'écrire 2040, 2060, 2084, etc., et même au-delà, tu te positionnes sur un devenir anthropologique. En réalité, on est très proche de l'anthropologie quand on fait de la SF, et je trouve qu'on le mesure encore mieux aujourd'hui. C'est pour ça qu'Ursula Le Guin reste un auteur absolument fondamental, parce qu'elle a cette approche anthropologique. Moi je vais prendre juste un exemple pour essayer de ne pas être trop abstrait.
dans les années 70, il est évident qu'avec l'émergence des technologies, notamment de l'ordinateur, c'est vraiment de l'arrivée du silicium, il y a eu un espoir très fort porté par les auteurs, notamment américains, qui a été l'espoir du cyberpunk. C'est-à-dire que le cyberpunk a amené quelque chose qui était très chouette. Le cyberpunk était très critique notamment sur le capitalisme, mais il était porté aussi par une espèce d'espoir d'émancipation, et d'émancipation par la machine, par le fait que l'être humain allait se composer, s'articuler avec la machine. Voilà. Donc il y avait l'idée des technogreffes, il y avait l'idée des puces de silicium, il y avait l'idée des mémoires à ajouter dans la tête, etc. Il y avait l'idée de certaines machines qui allaient pouvoir nous déployer, nous augmenter, nous rendre plus qu'humains, donc post-humains, transhumains, etc. Et cet imaginaire, il a été extrêmement puissant puisqu'il a même porté tout le développement de la Silicon Valley, et il continue à porter chez ces tarés absolus que sont Elon Musk, Jeff Bezos, etc. Parce que c'est des psychopathes, hein, il faut quand même le dire. Mais plus que des psychopathes, c'est des sociopathes. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont absolument aucune empathie pour les autres et pour l'espèce humaine en général. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement dangereux. Mais on en a un autre à la tête de l'État chez nous. Et la sociopathie, c'est quand même grave quand tu gouvernes. Mais voilà, c'est comme ça. Et ces gens-là, on continue à porter cet idéal du transhumanisme, hein, qui est très fort, hein, qui est très financé aussi. Hein. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de relais, il a aussi une médiatisation forte. Et cette idée que par la machine, l'homme va atteindre une sorte d'émancipation, de libération, d'augmentation, d'accroissement, etc. C'est un imaginaire défendable, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. En tout cas, c'est un imaginaire d'accroissement, d'ouverture, d'aller plus loin vers quelque chose. Sauf que cet imaginaire, pour moi, est complètement corrodé par des notions quantitatives et complètement corrodé par l'idée très masculine d'une espèce de pouvoir qu'on augmenterait. On est encore plus fort, on est encore plus résistant, on est encore... Voilà. Et je pense que c'est un imaginaire en fait très masculin, très viriliste qui a été mis en place et qu'on continue de subir et qu'on continue aussi de désirer, parce que cet imaginaire a la force de se faire désirer, en tout cas de créer des horizons enviables. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un basculement qui est en train de se mettre en place, heureusement, j'ai envie de dire, depuis quelques années, avec évidemment réchauffement climatique, avec évidemment la perception de plus en plus forte des écocides, des espèces qui disparaissent, du massacre de la planète, du pillage extensif de la planète. Et par rapport à ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre imaginaire qui se met en place, que moi j'appelle l'imaginaire du renouement avec le vivant, que Ariel Kirou appelle le Gaïa 4.0 dans son livre, c'est-à-dire cette idée que c'est par le vivant, c'est par les autres espèces végétales ou animales, c'est par la compréhension éthologique de ces espèces, c'est par un accroissement scientifique aussi encore plus pointu sur la compréhension de ces espèces-là, que on va retrouver notre place de vivant parmi les vivants et que ça va réouvrir des nouvelles portes. Des nouvelles utopies, des nouvelles utopies, surtout où on vivra beaucoup plus fortement. Et donc, moi, j'appelle ce mouvement, en comparant avec le cyberpunk, j'appelle ce mouvement le biopunk ou le zoopunk, appelez-le comme vous voulez, ou le vivapunk, ou le hopepunk. Mais en tout cas, c'est cette idée que l'émancipation viendra d'une reconnexion, d'une alliance nouvelle tissée avec ce vivant dont on s'est coupé complètement, hein, puisque la modernité s'est définie par la coupure de l'être humain avec les autres espèces et avec le vivant, et si bien qu'on appelait le vivant la nature et qu'on a considéré que c'était un environnement, c'est-à-dire quelque chose qui était autour de nous et qu'on pouvait piller comme bon nous semblait. Donc voilà, mais si tu poses ces deux imaginaires-là, tu te rends compte que quand tu écris, bah, tu es face à ça, quoi. C'est-à-dire tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à explorer le sillon du cyberpunk, tu vois, même de façon dystopique, ou j'essaie d'amorcer une espèce de nouvel imaginaire, ce que j'ai tenté un peu dans Les Furtifs, où grâce à cette espèce vivante, qui est en fait la plus haute incarnation du vivant, puisque les furtifs, c'est à la fois du végétal, du minéral, de l'animal, du champignon, de tout ce que tu veux, et qui a la faculté de métaboliser tout l'environnement autour de lui, cette espèce-là, eh ben, elle est comme justement le point de fuite ou la ligne de fuite de ce que l'humain pourrait tenter d'être, tu vois, une sorte d'hybridation avec ses forces de vie qui nous tendent les bras, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, oui, c'est hyper important d'avoir cette espèce de sensation ou d'intuition de ce qui peut advenir, et surtout d'ouvrir des portes aux gens. Je veux dire, on a quand même une médiatisation aujourd'hui qui est là pour fermer toutes les portes, quoi, tu vois. Et quand on nous ouvre une fenêtre dans un mur, c'est pour nous mettre un horizon collé là-dessus. Il le dit très bien, Ariel Kirou, dans son livre. Quand Elon Musk nous promet le voyage sur Mars, c'est pour nous promettre en même temps que le capitalisme sera tout aussi présent sur Mars et que tu pourras développer du business là-bas, quoi, tu vois. Donc à quel point la fenêtre qu'il ouvre, qui peut être extraordinaire, vient se refermer sur le mur de fric, quoi. Tu vois, c'est quand même assez fou. Voilà. Donc
c'est un peu notre mission. Enfin, moi, je me sens missionnaire. Bon, vas-y. Parce que Catherine partage cette même mission. Alors non, c'est un problème. Moi, dès qu'on commence à me parler d'Elon Musk, Jeff Bezos, Google X, Calico, Zuckerberg et science-fiction, je me mets à baver en parlant latin tellement ça m'énerve. Je vous explique, ce sont des gens qui littéralement ont pillé nos données personnelles. On ne savait pas qu'on avait de l'or dans la poche. Ils sont venus, ils ont mis la main, ils l'ont pris. Ils ont fait un pognon d'enfer avec. Et ils ont bien l'intention de ne pas nous le rendre. Hein. Ils pourraient nous le rendre sous forme d'impôts, de crèches, d'hôpitaux, d'écoles. Mais ils ont bien l'intention de ne pas nous le rendre. Comme ils n'ont pas envie non plus d'être pendus à la lanterne comme les voleurs qui sont, ils ont décidé de se dire on va les faire rêver, les blaireaux, pour qu'ils protestent pas trop. C'est pour ça que Elon Musk envoie une voiture dans l'espace qui diffuse Space Oddity. Mais dans l'espace, il n'y a pas de son, quoi. Donc c'est pas la peine, il peut mettre la danse des canards, de toute façon, ça ne sert à rien. Et il veut terraformer Mars, mais c'est parce qu'il a lu de la SF dans les années 80 et qu'après, il n'a plus jamais ouvert un bouquin. Mars, alors non seulement c'est une planète morte, elle n'a plus de bouclier électromagnétique, donc c'est aussi agréable de se promener à la surface de Mars que de se promener dans votre micro-ondes. Donc il faudra vivre sous la surface de Mars. Ça sera aussi sympa que de vivre dans un parking. Et en plus, Mars est faite intégralement de perchlorate. C'est-à-dire c'est une planète qui est faite en désherbant. Voilà, on ne pourra jamais rien faire pousser là-dessus. C'est de l'arnaque, c'est de la flûte. C'est pour qu'on n'aille pas lui réclamer nos sous. Il nous fait rêver et visiblement, ça fonctionne et ça m'agace. Voilà. Et quand Google dit « Ah mais non, dans Calico, on essaye de tuer la mort », vous ne savez pas ce qu'ils y font. Ils le disent, mais ils font sûrement tout à fait autre chose. Voilà. Donc, et là, actuellement, ça continue parce que sur la Lune, ils viennent de dire « Oh, finalement, sur la Lune, il y a plus d'eau que prévu ». Et j'ai lu dans un article, alors, la Lune, s'il y a beaucoup d'eau, ça pourrait être une planète B. Ils sont en train d'essayer de nous vendre que c'est plus la peine d'arrêter de polluer sur la Terre parce que la Lune pourrait être une planète B. Alors la Lune, je vous explique, elle est intégralement couverte de 3 mètres de poussière lunaire qui a 2 caractéristiques. Elle est abrasive. Hein, vous connaissez le sable, mais le sable, il est tout roulé par l'eau de la mer, donc il est doux à la peau. La poussière lunaire, c'est des petits morceaux de rasoir. Et en plus, elle est magnétique, c'est-à-dire qu'elle vous voit, elle vous saute dessus et après elle vous use comme ça. C'est un enfer absolu la Lune. Il n'y a pas de planète B. Et donc là, évidemment, du coup, j'abonde totalement dans le sens d'Alain. Bien sûr que l'important, c'est pas de se faire enfumer par ces arnaqueurs, c'est de soigner notre planète A. Alors moi, je dis pas biopunk ni écopunk, je dis solarpunk. Alors parce que le punk, c'est do it yourself, le solarpunk, c'est le punk solidaire. Do it with others. C'est un mouvement qui vient du Brésil depuis le début des années 2010. Et bien sûr qu'il faut collectivement qu'on se bouge pour sauver notre planète A. Oui, alors, je vais rebondir par rapport à vos 2 interventions. La personne qui a été la plus critique par rapport à Elon Musk est un auteur de science-fiction qui s'appelle Kim Stanley Robinson, par rapport à la conquête de Mars, à l'exploration de Mars. Kim Stanley Robinson, il a écrit, à partir de 1993, il a publié une trilogie martienne. Alors, vous voyez, mon bouquin, il fait 600 pages. Je pense que ces 3 bouquins à eux seuls, ils doivent faire à peu près 4 fois ça. Donc c'est pas tout à fait aisé à lire, mais il a travaillé pendant 15 ans dessus, avec la NASA, etc., et ainsi de suite. Et dès qu'il a entendu Elon Musk commencer à faire sa pub, il a dit, mais il est fou, quoi. C'est n'importe quoi. C'est un gamin dans son arrière-cour qui a des images à la Wernher von Braun. Vous savez, Wernher von Braun, c'est le gars qui a fait les fusées. Donc c'est le fameux nazi qui a été embauché après par la NASA pour travailler sur les fusées. En fait, il est passé du bombardement de Londres à la création de fusées pour la NASA. Bon, voilà, donc personnage formidable qui a d'ailleurs fait des formidables de films pour les enfants financés par Disney pour vanter la conquête spatiale. Vous imaginez à quel point ça doit être quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, Kim Stanley Robinson, il a quand même pris au sérieux la logique de terraformation de Mars, etc. Il s'est plongé dans la science, dans ce que font les chercheurs, etc. Bon, et il a imaginé une potentialité un peu galère autour de 2300, 2400. Pour info, le projet d'Elon Musk, c'est qu'à la fin du siècle, il y a 1 million de personnes sur Mars. Hein.
C'est ce qu'il dit. Et la grande hantise d'Elon Musk, c'est de pas lui-même aller parmi les premiers sur Mars. Donc il fait tout, évidemment, pour s'auto-convaincre qu'il va pouvoir y aller dans ce nouveau paradis qu'a décrit avec force détail Catherine. Et juste un point. Ce que je trouve assez amusant chez Kim Stanley Robinson, cet auteur de science-fiction américain, qui est un vrai bosseur pour le coup, c'est que dans un autre roman, 2312, il met en scène une historienne fictive. Et dans un autre roman, Aurora, qui est beaucoup plus récent, il revient sur ses idées sur Mars, en disant, allez, dans un millénaire, on n'y sera pas encore, il y aura trop de problèmes. En fait, il met à jour ses connaissances sans cesse, en fait. Bon. Et effectivement, il crée un personnage qui va sur Alpha du Centaure, donc qui essaye de... Donc il y a une sorte d'immense bateau, une sorte d'arche. Donc il imagine des choses qui sont potentiellement, à très long terme, jouables. Mais il imagine aussi que ça échoue, voilà, que ça échoue, parce que lui, il est convaincu qu'il y a potentiellement des vies extraterrestres, mais que d'ici à ce qu'on puisse nous-mêmes les constater, il y a un, voire des mondes, en fait. Bon. Et surtout, un temps hyper long, des millénaires peut-être, avant que ce soit possible. Après, la question, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas néanmoins avoir cette conviction que l'ailleurs, ce n'est pas juste Dieu, et qu'il y a des ailleurs qu'on ne pourra peut-être pas nous-mêmes, auxquels on ne pourra pas accéder, mais que potentiellement, voilà, on pourrait imaginer, c'est l'horizon des étoiles. Et pour revenir à cette historienne fictive de 2312, qui est un autre roman donc, de Kim Stanley Robinson, ce qui est assez génial, c'est qu'elle met en scène les années de la grande indécision jusqu'en 2060. Il met en scène il imagine cette historienne qui imagine notre histoire en 2312. Et il y a une idée qui, à mon avis, est assez clé dans ce qu'elle met en scène par rapport à ce que disait Alain sur le cyberpunk. C'est en gros, rien n'est envisageable. Envisager l'espace avant qu'il y ait une mutation des valeurs, c'est une aberration. C'est-à-dire que si le système politique, si les imaginaires sont encore ceux d'Elon Musk et de Jeff Bezos, autant ne pas aller du tout, où que ce soit. Autant rester sur notre planète en essayant vaille que vaille de lutter pour qu'ils ne la détruisent pas définitivement et totalement. Mais en revanche, si on orchestre une mutation des valeurs, au fond, finalement, il dit, la question centrale, c'est pas celle de la technologie, c'est même pas celle de l'écologie. Avant toute chose, c'est une question politique. C'est une question de transformation. Et là, effectivement, cette série de romans de Kim Stanley Robinson, elle met en scène cette possibilité. Au fond, finalement, est-ce que le cyberpunk n'a pas fait l'erreur de s'imaginer à court terme, alors même que potentiellement, imaginer une technologie libératrice supposerait une telle révolution politique qu'on ne peut l'imaginer qu'à moyen ou long terme. Non, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que voilà, l'imaginaire de la conquête spatiale reste hanté par l'imaginaire des colons. Voilà. C'est un imaginaire de colonisation. Ça reste uniquement et encore ça, quoi. Et non seulement de colonisation, c'est-à-dire de pillage, d'exploitation de la planète, mais aussi de réintroduction du système économique néolibéral, capitaliste, à l'intérieur de ce système-là. C'est pour ça que c'est d'une tristesse infinie, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, et c'est là qu'on sent, d'ailleurs, une touche très personnelle, c'est que tu définis justement cet ailleurs du cosmos, qui est extraordinaire, comme la possibilité d'échapper au mythe déiste, en fait, puisque on a toujours ce problème, c'est que non seulement ils nous amènent sur des planètes qui veulent coloniser de façon très pragmatique, très matérialiste, à l'ancienne manière, exactement comme on a colonisé les pays africains, par exemple, mais aussi, quand ils essayent de monter vers la spiritualité, et c'est très américain, ils ne peuvent concevoir que Dieu. Voilà. Donc tu vas au bout de l'univers pour rencontrer Dieu ou pour coloniser Mars, tu vois. Et toi, tu suggères quelque chose que je trouve très beau, c'est de dire... il y a un autre ailleurs peut-être spirituel, peut-être des rencontres extraterrestres. Il y a des très fortes chances qu'il y ait effectivement des intelligences extraterrestres ailleurs. Il y a des démonstrations scientifiques qui sont faites là-dessus qui sont super intéressantes. En fait, il y a une vraie, en tout cas, probabilité très forte qu'il y ait d'autres formes d'intelligence. Et pourquoi pas tendre vers ça, quoi ? Pourquoi l'horizon, en tout cas, justement, extraterrestre, c'est-à-dire de sortir de Terre, ce serait de se composer. Et c'est pour ça que Star Trek reste une très belle série aussi. C'est parce qu'elle a ce goût de l'inconnu, cette curiosité sur l'inconnu et de compréhension qui est la démarche anthropologique, en fait. C'est l'anthropologie extraterrestre, quoi. Et ça, c'est beau. Voilà. Oui, c'est-à-dire c'est l'inconnu, l'imprévisible. De se dire que l'enjeu, il est quelque part d'aller vers l'inconnu. Catherine, peut-être Non, mais ils s'en foutent. Ils veulent juste des crédits pour aller faucher l'hélium 3 à la surface de la Lune. La Lune, c'est la sœur de la Terre. Donc, de toute façon, dans son sous-sol, vous trouvez du nickel, de l'or et des tas de choses qu'ils ont bien l'intention de se mettre dans la poche sans qu'on n'en voit jamais la couleur. C'était
Alors, Je vous l'avais on dit pourrait que ça se dire- m'énervait. Voilà, donc au fond, finalement, on peut s'interroger, est-ce qu'il ne faut pas une évolution, une révolution, hein, une solar punk ou je ne sais quoi. Et donc peut-être pour terminer, une dernière lecture de Yana, peut-être, dont je dirais d'où elle est issue après. Tout de suite ? Oui, alors voilà, donc nous avons décidé de conclure sur un extrait très court alors je ne sais jamais comment on dit son nom, Ursula Le Guin, ou Ursula Le Guin, et c'est un petit extrait d'un roman qui s'appelle Les Dépossédés. Et Les Dépossédés, ce qui est assez formidable, c'est que Ursula Le Guin imagine une lune et une planète totalement hypercapitaliste, qui est une sorte de caricature de système tel que le nôtre, et une lune qui lui a échappé il y a à peu près, dans l'histoire, c'est 1 siècle et demi ou 2 siècles après, qui est une lune bâtie sur les principes de l'anarchie, l'anarchisme plutôt d'ailleurs, pas l'anarchie, de l'anarchisme. Hein, on est plutôt chez Kropotkin que chez Bakounine. Hein, on est donc dans une logique qui est assez terrestre justement, même si cette planète est très inhospitalière. Et c'est toute une réflexion par rapport à cette question de révolution, de transformation, et aussi des dangers qui peuvent parfois aller avec l'idée d'instituer un système qui serait un système anarchiste. C'est pas un roman à l'eau de rose, c'est véritablement une utopie mise en scène dans une lune qui est effectivement donc avec cette tentative de créer une autre société et la complexité qui va avec. Et vers la fin de ce roman, l'un des personnages de cette lune qui s'est retrouvé sur la terre hypercapitaliste, qui est une sorte de caricature de notre société, se retrouve pris dans une révolution justement. Et voilà ce qu'il dit à l'estrade. Si c'est vers le futur que vous vous tournez, alors je vous dis qu'il faut y aller, qu'il faut aller vers lui les mains vides. Vous devez y aller seul et nu, comme l'enfant qui vient au monde, qui entre dans son propre futur, sans aucun passé, sans rien posséder, dont la vie dépend entièrement des autres gens. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas donné, et c'est vous-même que vous devez donner. Vous ne pouvez pas acheter la révolution. Vous ne pouvez pas faire la révolution. Vous pouvez seulement être la révolution. Elle est dans votre esprit, ou bien elle n'est nulle part. Merci à vous. Et merci à Catherine, à Yana. Les gens peuvent poser des questions.